Je suis rejointe cette fois-ci par Nicolas Pauclet, qui est directeur technique chez Proxinov, sur un sujet extrêmement intéressant et qui fait notre quotidien. Pourquoi se lancer et prendre du recul avant d'entamer un projet de robotisation? Voilà. Donc Nicolas Pauclet, qui es-tu? Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Pauclet, je suis le directeur technique de Proxinov. Donc, je suis arrivé à Proxinov en 2014, donc quasi au lancement de Proxinov. Et moi, j'ai une expérience très industrielle où j'ai travaillé pendant plusieurs années chez des intégrateurs, concepteurs de machines spéciales, beaucoup de sous-traitance dans le secteur de l'automobile, de l'agroalimentaire, du spatial et de la défense. Et je suis arrivé chez Proxinov au lancement. Donc, l'objectif de mon arrivée était vraiment de lancer l'initiative de Proxinov et lancer toute la démarche d'accompagnement des entreprises de la région des Pays de la Loire dans le cadre de leur développement robotique. Voilà. Tu as une belle croissance maintenant, vu que Proxinov, c'est plus de 200 adhérents pour un tiers industriel, un tiers intégrateur, un tiers fournisseur dans les grandes mailles et beaucoup de services à valeur ajoutée. On vous en parlera un petit peu après. Tout à l'heure. La grande question, au final, c'est pourquoi est-ce qu'on doit robotiser? Pourquoi est-ce qu'on robotise? Quel est le constat qui est arrivé avant la naissance de Proxinov? Alors le constat, c'est que déjà on était très en retard par rapport à d'autres pays. Alors on pense tout de suite aux pays asiatiques, mais il suffit de rester en Europe et de voir qu'on est très en retard par rapport à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Donc déjà c'est un premier constat. On estime à peu près le marché de l'industrie, l'automatisation et la robotique en France qui est à peu près de 12 et quelques milliards d'euros. On voit une belle progression avec une projection jusqu'en 2025 de 7% d'augmentation. Mais en fait, les autres pays aussi vont très vite. On reste toujours quand même à la traîne par rapport à d'autres pays. Et on mesure aussi ce taux d'industrialisation par deux constats, en fait. Le nombre de robots pour 10 000 salariés et aussi le nombre de robots installés dans des pays. Donc on voit par rapport à ce premier constat qu'on est quand même en retard. Voilà, quand on regarde, on est 20e, je crois, au niveau mondial. 20e au niveau mondial, ouais. Donc on estime à peu près 163 robots pour 10 000 salariés. Donc on voit qu'on est très en retard par rapport à forcément les pays asiatiques, mais on regarde l'Espagne est devant, la République tchèque, le Canada, l'Australie, etc. L'Italie, pardon, pas l'Australie, l'Autriche. On voit quand même beaucoup de retard. Donc on a beaucoup de choses à faire encore. On estime en plus, il y a un chiffre aussi qu'on regarde, c'est la moyenne d'âge du parc de robots en France, qui est estimée aux alentours de 17 ans. Quand on regarde en Allemagne, c'est 9 ans, la moyenne d'âge d'un robot. Donc on voit qu'en plus, on est peu robotisé avec un parc machine qui est assez vieillissant. Et on voit avec toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, la vision 2D, la vision 3D, l'intelligence artificielle, on voit toutes ces nouvelles technologies, mais qui ne sont pas encore disponibles et dans nos outils de production. Et du coup, je rebondis sur un chiffre que tu as dit tout à l'heure et qui était très intéressant. 12 milliards d'euros de marché, oui. Alors que au niveau des chaînes d'assemblage, 70% ne sont pas automatisées. Exactement. Donc en fait, le gain aussi, si on arrive à trouver les solutions d'automatisation flexibles pour les chaînes d'assemblage qui ne le sont pas, est énorme. Oui, le marché est énorme. Exactement. Donc c'est aussi pour accompagner ce marché en fait, que Proxinov a été créé. Exactement. Oui. C'est vraiment le constat qui a été fait, oui, et d'où la naissance de Proxinov. Et alors du coup, on parle de robotisation. Nous, la robotisation des TPE et des PME, des petites ETI familiales, c'est notre quotidien. Sur quoi en fait est-ce qu'on va appuyer comme levier pour favoriser une robotisation? Alors le premier levier, le premier enjeu pour les entreprises, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un enjeu de productivité, gain de productivité. Les entreprises ne sont pas philanthropes, il faut qu'elles produisent, il faut qu'elles gagnent de l'argent. Donc c'est un des premiers enjeux, le gain de productivité.
qui permet, en fait, la robotique permet vraiment ce gain de productivité parce que un système robotisé, une cellule robotisée va tourner pendant 24 heures sur 24 en 3/8. On va faire des gains aussi de qualité, notamment on le voit beaucoup dans le secteur de la métallurgie, des cellules de soudage robotisées. On va plus vite, on soude. Alors on soude pas plus vite. Quand on regarde la vitesse d'une soudure manuelle par rapport à une soudure robotisée, c'est à peu près la même en fait. On va aussi vite en manuel qu'avec un robot. Donc mais on va souder plus peut-être. Exactement. On va souder plus parce que c'est des cellules qui peuvent tourner en 3/8. Les soudures sont de meilleure qualité, voilà, parce qu'on va avoir toujours la même qualité pendant toute la journée. Et surtout, on va faire un gain de productivité, surtout au moment en fait, où on va retourner les pièces. C'est très automatisé. En fait, on va mettre en position les pièces via des systèmes robotiques, via des systèmes de 7e axe. Donc c'est là où on fait vraiment un gain de productivité. Donc il y a un gain de productivité, de qualité, réduire les erreurs aussi. On va pouvoir éviter les erreurs. Et puis très vite derrière, c'est un gain aussi au niveau des ressources humaines. On robotise aussi pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui arrive tout de suite après. On va éviter en fait de porter des charges, éviter des postures très pénibles, des gestes très répétitifs et confier vraiment des tâches à plus forte valeur ajoutée, les confier à des collaborateurs. Donc améliorer les conditions de travail. Des enjeux environnementaux aussi. On va relocaliser des productions grâce à la robotique. C'est arrivé, même des entreprises que l'on a accompagnées qui souhaitaient réindustrialiser. C'est un des exemples qu'on va vous citer tout à l'heure. Et ça avait vraiment un enjeu environnemental. C'est au lieu d'importer des productions en Chine, on les fait en France. On peut réduire les déchets aussi, on peut réduire les intrants. Réduire les déchets, ouais, voilà. Forcément, meilleure qualité, moins de déchets. Réduire les stocks aussi, les stocks intermédiaires aussi. Et un troisième point, c'est l'attractivité de l'emploi. Forcément, quand on met un robot dans les ateliers, ça attire les jeunes. Donc on va vraiment avoir une attractivité du métier, des métiers. On en parlait à la table ronde tout à l'heure avec le témoignage d'Olivier Verriel de SCF qui permet, en fait, le robot lui permet d'aller recruter des jeunes qui ne seraient pas attirés par les métiers jacquards. Oui, exactement. Il y a vraiment une mise en valeur de certaines installations, aussi sur des sites internet même. Les entreprises communiquent plus facilement sur leur outil de production quand on voit des robots ou des machines automatisées. Ouais. Super. Et donc, globalement, on accompagne des projets depuis 10 ans. On accompagne à l'industrialisation de projets robotiques, tout en préservant un écosystème de fournisseurs et puis d'intégrateurs à Proxinov, qui est là du coup pour permettre aux industriels de bénéficier des dernières innovations. Quelle est la méthodologie qui permet en fait de faire cet accompagnement et d'en faire bénéficier le réseau ensuite ? Alors, on a une méthode en quatre étapes. Tout à l'heure, on a parlé de communication. Une des premières étapes, c'est acculturer, montrer les choses, acculturer les entreprises à la robotique. Donc, cette première étape, on le fait beaucoup via notre réseau, en organisant des rendez-vous techniques, des visites d'entreprise. Rien de tel que d'aller voir une entreprise qui a déjà robotisé, qui a déjà mené un projet, qui est là aussi pour témoigner de son projet, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Donc ça, c'est vraiment une des premières étapes, cette phase d'acculturation. Ensuite vient très vite la phase de pré-étude, où on n'est pas là pour se faire plaisir, on met de la robotique, des systèmes automatisés, là où il y a un intérêt. Donc cette première phase de pré-étude se fait via des audits, où on va se déplacer en entreprise, auditer des sites de production pour identifier des pistes de réflexion, des pistes d'automatisation, de robotisation possibles. Et à chaque fois, en fait, là où on va identifier une piste avec une solution technique, c'est rapidement de voir quelle rentabilité, quel intérêt sur mon coût de production, sur ma main-d'œuvre, sur mes marges, etc. Donc des phases d'audit et qui vont rapidement... on va rapidement identifier en fait
des cas, des sujets prioritaires et faire une phase d'étude de faisabilité où on va imaginer des scénarios complets avec des solutions techniques qu'on arrive à identifier. Chaque scénario, on les simule, on les prototype s'il y a besoin pour lever des verrous techniques. Donc, via notre usine pilote, on est capable de prototyper des installations complètes. L'objectif étant vraiment de valider la solution technique et aussi de revoir les objectifs du projet, les enjeux en fonction des résultats aussi de cette phase de prototype. C'est là où on va aussi pouvoir avoir des idées de ROI de la solution ensuite. Oui, tout à fait. On est capable de budgétiser une installation complète et rapidement aussi d'aller calculer la rentabilité d'une installation. Une fois que ces étapes faites, on va consigner tout ça dans un cahier des charges. Un cahier des charges est vraiment le document important qui va permettre de contacter les intégrateurs. Et on va rentrer en contact et mettre en relation les intégrateurs du réseau de Proxinov vers les utilisateurs. Donc l'objectif de ce cahier des charges, c'est vraiment de partir sur la même base et pouvoir aussi proposer des matrices de choix sur les critères très techniques, identifier quelle est la bonne solution, quel est le bon intégrateur pour répondre aux besoins des entreprises. Donc une matrice de choix et l'objectif étant vraiment d'aider les entreprises à choisir les bons fournisseurs, les bons intégrateurs, tout en ayant un regard complètement neutre sur le choix du robot, la couleur du robot, la marque du système de vision, etc. On va vraiment apporter une neutralité dans ce choix. Sur les phases d'intégration, on peut aller plus loin en soutenant aussi les entreprises vraiment sur les études, validation des études, sur la préparation aussi des équipes à la maîtrise de ces outils qui peuvent être nouveaux. Donc l'objectif étant vraiment aussi de proposer des formations sur mesure pour accompagner les collaborateurs à la maîtrise. Un accompagnement au changement et des formations plus techniques ensuite. C'est ça. Ouais. Et on voit 4 mots, 4 variables sociologiques que sont la représentation, la confiance, l'engagement et l'appropriation, parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment un accompagnement humain aussi, où on va accompagner les entreprises, les managers, les collaborateurs à se projeter aussi dans une solution finale, en levant les représentations négatives qu'on peut avoir de la robotique, en aidant les entreprises à avoir, les collaborateurs à être confiants aussi dans les solutions, aussi les engager dans une démarche projet, et à la fin, sur les phases d'appropriation, les aider à s'approprier les technos en les mettant en situation, en les formant et en les accompagnant sur la programmation notamment, sur d'autres sujets aussi. Je pense qu'un exemple vaut 1000 mots. Je propose de présenter quelque chose d'assez concret qu'on a fait pour une PME locale à la France, leader sur le marché du thermomètre professionnel. Exactement. Qui avait quelques enjeux post-Covid. Tout à fait, oui. Donc la société ALA qui est à Chemillé dans le 49, une petite PME qu'on a accompagnée il y a 2 ans sur un sujet de réindustrialisation. Donc à l'origine, juste après le Covid, en fait, s'est posé la question en fait, de concevoir un nouveau produit, un nouveau thermomètre digital qu'on voit. On voit quelques photos à l'écran. Et s'est posé la question, est-ce que ce thermomètre est fabriqué en Chine et je l'importe en France, ou alors j'essaye de faire du Made in France. Donc à ce moment-là, l'entreprise ALA nous a contactés et on a imaginé en fait des solutions complètes d'automatisation, robotisation pour faire l'assemblage de ce produit, de ce nouveau produit. Alors au tout début, on est parti vraiment sur avec des dessins, des 3D qui étaient conçus par des designers. Donc pas du tout réfléchi industrialisation, assemblage automatisé, etc. Donc il y a un gros travail qui a été fait avec la société ALA, le designer, des fabricants de plastique, de cartes électroniques, pour réfléchir vraiment le design du produit et le réfléchir vraiment industrialisation, assemblage, facilité d'assemblage. Et sur une même unité, pouvoir aussi, si ma mémoire est bonne, assembler plusieurs types, plusieurs variantes du même produit. Oui, exactement. Donc on a imaginé en fait plusieurs scénarios assez flexibles avec de la robotique, de la cobotique, des systèmes automatisés, vision, etc.
Donc ces scénarios, au fur et à mesure de l'avancement du projet, on a vraiment trouvé le scénario optimum. On a été obligé de passer par une phase de prototypage aussi. La photo que vous voyez à l'écran, c'est une photo qui a été faite sur un prototype qui a été réalisé chez nous. On a prototypé pas mal de choses. Il fallait tester, voir si on était capable de poser une carte électronique, juste la clipser, pas la visser, si on était capable de faire aussi, d'atteindre des précisions de collage aussi. Donc tout ça, ça a été validé en interne et consigné dans un cahier des charges qu'on a réalisé et qu'on a proposé à notre réseau d'intégrateurs. Donc il y a un intégrateur qui a été shortlisté par l'entreprise ALA, qui est Sim Atlantique. Suite à ce choix qui a été fait, notre accompagnement s'est fait aussi sur la validation aussi des études. On a accompagné la société ALA, on l'a aidé à valider les études, aidé à valider aussi des implantations. Donc on l'a accompagné aussi à l'implantation de sa solution complète. Et depuis l'installation, la cellule est installée, elle produit déjà, elle passe plusieurs produits. On a fait une porte ouverte il n'y a pas longtemps où on a eu je vous invite à aller voir sur internet, vous verrez l'installation parce que c'est vraiment aussi un outil et l'entreprise communique beaucoup sur cette application. Et on a eu les opérateurs aussi qui sont venus chez nous se former à la conduite de ligne, parce qu'ils avaient suivi une formation robotique chez un fournisseur qui était Yaskawa. Sauf que cette formation répondait qu'à une partie de leurs besoins. Ils voulaient vraiment être formés sur la conduite de ligne. Pas à la programmation des robots, mais à la conduite d'une ligne automatisée, robotisée. Sur leur propre ligne. Ouais. Donc on les a accompagnés aussi vraiment sur cette formation à la conduite. Un bel accompagnement de bout en bout. Un deuxième exemple très différent où là, on est allé repenser un process pour apporter une solution différenciante tout à fait. À ACAS. Aussi une PME du 49. Du 49 qui conçoit des vestiaires métalliques. Et ils avaient un gros problème de qualité sur des pieds de vestiaires. Donc des pieds qui étaient soudés sur un process manuel. Et du coup, tout de suite, ils pensaient à robotiser ce process de soudage. Et nous, on a remis à plat en fait tout le process et on a imaginé plutôt une approche avec un autre process qui est plutôt sur une techno qu'on retrouve beaucoup dans l'automobile, qui est le clinchage. Et du coup, on a apporté cette idée et on a été jusqu'à imaginer une robotisation de ce process de clinchage. On l'a accompagné aussi, on a fait pas mal d'essais de faisabilité et qui ont été aussi consignés dans un cahier des charges et on a aidé l'entreprise à identifier le bon intégrateur pour répondre à ce cahier des charges. Et ils ont fait leur choix aussi de l'intégrateur et ils sont en phase là d'études pour l'intégration de cette cellule robotisée. Super, merci Nicolas. Et ces deux sujets ont été soutenus aussi par la région, donc notamment notre accompagnement. On a oublié d'en parler. On a oublié d'en parler, c'est le petit logo avec l'euro. La région a soutenu ces deux entreprises sur les phases de faisabilité et d'investissement, notamment via l'AMI Industrie du Futur qui va aider, subventionner les entreprises sur les phases de faisabilité, de prototypage et d'investissement. Donc là, ces deux entreprises ont bénéficié de cette aide de la région. Et du coup, nous, on travaille main dans la main avec les personnes qui opèrent cette aide au niveau de la région pour justement monter des dossiers qui pourront être éligibles ensuite. Voilà. Donc, il y a des développeurs économiques dans chaque département de la région, donc qui sont très proches des entreprises et qui peuvent vous aider à monter ces dossiers de financement, de subvention. Et alors, du coup, ces accompagnements, ils sont possibles parce qu'on a ces doubles casquettes chez Proxinov, cluster et centre de ressources technologiques. Et au centre de ces deux casquettes, on converge vers quelque chose qui est très intéressant et dont tu as déjà parlé tout à l'heure, c'est l'usine pilote. Oui. Qu'est-ce que l'usine pilote ? Donc en fait, l'usine pilote, c'est un plateau technique de plus de 1000 m² où dans cette usine, vous allez retrouver 12 cellules robotisées. On voulait pas montrer le robot version salon ou showroom comme vous pouvez voir ici.
L'idée, c'était vraiment de montrer la robotique, mais sur des process que vous connaissez tous, des process d'usinage, de soudage, de palettisation, logistique, etc. Donc l'usine pilote, en fait, va regrouper ces cellules robotisées sur 13 applications différentes. L'objectif étant vraiment de montrer tout de suite l'avantage de la technologie robotique, cobotique, l'IoT, de la réalité virtuelle, et tout ça très orienté besoins industriels et process industriels. Donc c'est une usine qui nous permet de mener à bien nos accompagnements, nos phases de prototypage. Ça nous permet aussi vraiment d'acculturer les entreprises, de montrer ce qu'est la robotique, ses avantages. Et aussi, c'est un outil qui nous permet de mener à bien nos formations. L'objectif étant vraiment de mélanger la théorie et la pratique. Donc du coup, l'usine pilote nous permet vraiment aussi de mettre en situation les apprenants sur des cellules robotisées. C'est un lieu assez unique en France parce qu'on a 12 marques de robots différentes qui sont représentées et sur lesquelles qui cohabitent pour des projets de l'acculturation et de la formation et également de l'événementiel. Voilà. C'est ça. C'est très important ces 12 marques parce qu'en entreprise, on n'a pas forcément une seule marque d'automate ou de robot. Donc l'objectif étant de montrer comment tout ça aussi interagit ensemble pour remonter de la donnée, pour faire des dashboards, etc. etc. Donc c'est vraiment aussi l'objectif. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Je vois que le temps passe un petit peu et donc il est l'heure d'aller sur notre prochaine conférence, une table ronde autour de Quatrium, qui est un projet qu'on co-anime avec d'autres centres de ressources technologiques. Peut-être prendre une question du public, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup interagi, même si le temps était court. Non? Moi j'aurais une dernière. Si? Oui. Allez-y monsieur. Je voudrais juste savoir s'il y aurait d'autres clusters de robotique qui peut-être collaborent avec Proxinov ou qui sont... Oui, il y a d'autres clusters robotiques en France. En Nouvelle-Aquitaine, il y a Aquitaine Robotique. En Rhône-Alpes aussi, il y a d'autres clusters. Il y a un autre cluster. Donc on collabore avec ces autres clusters aussi. On fait partie de la Fédération française des clusters robotiques. Après, des clusters robotiques avec associé un centre technique, il n'y en a pas beaucoup. On est le seul. On est le seul. Donc voilà. Après, il existe d'autres clusters en France. Je vais compléter la réponse en disant qu'il y a des clusters qui ont une vocation régionale et il y a des clusters qui ont une vocation de filière. Et en fait, nous, on a la vocation de filière, on est sur la filière de la robotique industrielle. On ne s'occupe pas d'autres filières. On est certes basé en région Pays de la Loire, mais on a un rayonnement national. Nos 200 entreprises sont partout en France. Même si on en a 60% en Pays de la Loire, parce que c'est une formidable région industrielle, on en a aussi à l'extérieur de la région. Et donc les autres clusters régionaux sont, eux, multifilières. Par exemple, Aquitaine Robotics a énormément d'agriculture, de drones et de santé. Cobotim, en Auvergne-Rhône-Alpes, va avoir aussi beaucoup de santé et de médical et tout ce qui est process, métallurgie, usinage, décolletage, etc. Donc en fait, chaque cluster a un peu sa typologie, sa spécificité, et c'est ce qui nous rend plus forts en fait quand on est à l'intérieur de la fédération. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, cher public. Je pense qu'on peut applaudir Nicolas qui s'est prêté la séance de questions-réponses.